Pixel-moi une muse. Création, art, émotion, technologie. Technologie, émotion, création, art, émotion, émotion, création, art, technologie, technologie, émotion, technologie, technologie. Bonjour à tous, bienvenue et merci d'avoir rejoint le programme Pixel-moi une muse, l'émission qui se questionne sur le monde contemporain. Nous nous rejoignons pour continuer notre réflexion sur les liens entre la beauté et le numérique, et aujourd'hui nous allons explorer les aspects techniques qui permettent d'établir un pont entre les deux notions. Des logiciels surpuissants comme Photoshop ou Illustrator, en passant par des éditeurs de sons aux possibilités infinies, comme Ableton ou FX Studio, tout ce qui était traditionnellement réalisé à la main et qui nécessitait des compétences techniques, dont l'acquisition était généralement coûteuse, est maintenant accessible par tous, démocratisé par les nouvelles technologies. Chacun peut derrière son écran composer le tube de demain ou retoucher ses photos de famille à la manière d'un professionnel, si tant est qu'il ait un peu de patience et du temps pour visionner les nombreux tutoriels dont Internet regorge. Dans un monde où l'accès à la création d'une production esthétique n'a jamais été aussi facile, quelle place pour la technique ? La beauté ne dépendrait-elle que d'une simple ligne de code ? Nous suffirait-il d'un bête générateur aléatoire de notes pour émouvoir une salle de concert ? Et surtout, l'omniprésence de la technologie dans l'art est-elle véritablement un phénomène contemporain ? Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler règles mathématiques, équations, géométrie, pour tenter d'établir le lien entre technologie et beauté. Pour nous aider, deux spécialistes, Jules Verrier, vous êtes acousmaticien. Après des études d'ingénieur, finalement, vous vous reconvertissez dans l'art. Et votre travail porte justement sur cette tension entre technique technologique et production de beauté. Alors dites-nous, est-ce que le fait qu'on utilise des outils scientifiques, notamment la mathématique dans la création artistique, est-ce que ça, c'est un phénomène contemporain ou est-ce que ça puise ses racines ailleurs, dans d'autres temps, d'autres civilisations ? Non, c'est une idée ancienne qui a transcendé l'histoire et persisté à travers les siècles. Les pythagoriciens déjà nourrissaient cette ambition qui s'inscrit chez eux dans une philosophie plus générale, à savoir que les choses consistent en nombres, qu'elles les imitent ou qu'elles ont des nombres. Pour Pythagore, même tout est nombre. Le nombre est l'essence qualitative de toute chose, donc le nombre peut aussi être a priori l'essence de la beauté. Dans cette idée, Philoloas de Crotone considérait la tétractise, c'est-à-dire le nombre 10, comme étant le tout. Et étant le tout, le 10 est aussi la perfection. Il y a derrière cette conception une mystique mathématique, numérique et géométrique. 10 est un nombre triangulaire, il est la somme des 4 premiers chiffres. Aristote, dans ce qu'il nous rapporte de la philosophie pythagoricienne, associe la musique en un rapport de nombre, entre les sons et les silences par exemple. C'est ici une idée de proportion. Pythagore était très attaché aux proportions. La proportion géométrique, c'est-à-dire la racine carrée du produit de deux longueurs, exprimait l'harmonie dans les arts visuels, dans la peinture, le dessin. La proportion harmonique, la somme de deux nombres divisés par deux, était, elle, l'harmonie dans la musique. L'harmonie musicale, selon les pythagoriciens, se résout dans des nombres proportionnels. Mais l'harmonie, ça n'est pas la beauté. Par exemple, le nombre d'or et tout le mysticisme qui l'entoure illustre assez bien cette idée fausse. On a voulu faire du nombre d'or la clé de toute beauté, le producteur sans faille de la beauté. Adolf Zeitzing écrivait en 1854, c'est-à-dire en pleine période mystique pour le nombre d'or. On a à cette période une expansion considérable des croyances populaires concernant le nombre d'or. Adolf Zeitzing donc écrivait « Le nombre d'or est une loi universelle dans laquelle est contenu le principe fondamental de tout effort de formation de beauté ». Il est prétendu être à l'origine de nombreux chefs-d'œuvre, la Joconde, la dernière scène de Dali, chez Bach. Guy Marchand, qui est musicologue à l'Université de Montréal, relève la présence du nombre d'or dans la suite en do mineur pour luth et dans la Passion selon saint Matthieu de Bach, ce qui expliquerait leur valeur de chef-d'œuvre. On le recherche aussi partout dans la nature, on le veut être à l'origine de la beauté naturelle, être par nature intrinsèque à la beauté. Mais là où on prétend le voir, même s'il est effectivement présent dans les étamines de tournesol, il n'y est pas forcément, il s'agit souvent d'autre chose. La spirale du Nautilus, qu'on associe à la spirale de Fibonacci, est en fait une spirale logarithmique. La recherche du nombre d'or en toute chose relève en fait plus d'une obsession d'un petit nombre que d'un fait scientifique vérifié.
Et si la beauté d'une œuvre coïncide parfois avec la présence du nombre d'or, celui-ci s'inscrit plutôt dans un système plus large, un système de proportion qui, apprécié par l'œil humain, est associé à l'harmonie, à la régularité. D'ailleurs, le nombre d'or est avant tout une proportion, un équilibre. C'est lorsque la plus grande partie est à la plus petite, ce que le tout est à la plus grande partie. Dans la même ambition, la recherche par Descartes d'une science universelle, ce qu'il appelle une mathesis universalis, cherche à interpréter l'univers dans son ensemble ou son quasi-ensemble d'après des lois mathématiques. Alors, il ne s'agit pas de considérer les mathématiques comme étant au principe de tout, à la différence des pythagoriciens, mais comme capables de pouvoir tout exprimer et tout interpréter. On a bien ici l'idée d'un code, une traduction du réel, du monde en un langage formalisé. Or, Descartes échoue. Il reconnaît lui-même qu'il ne peut pas atteindre ce tout, cet idéal, notamment parce que, étant de nature différente, il ne peut pas appliquer à l'esprit, au domaine de l'intellect, ce qu'il applique au corps, au domaine du physique. Or, l'esprit n'est-il pas ce qui permet l'appréciation de la beauté? La beauté existe-t-elle vraiment en autonomie, en indépendance, ou ne peut-elle exister que par le médium de l'esprit? Pour les pythagoriciens, ce qui permet l'association d'un nombre à toute chose est la forme de cette chose. C'est le lien entre arithmétique et géométrique, qui dépend donc directement de la perception de la chose, et donc intrinsèque à l'individu. Si les perceptions quand on forme sont généralement objectives et donc universelles, au sens ici de communément partagé, son appréciation en tant que beau ou pas reste donc toujours individuelle. Merci de ces précisions et pour une illustration plus concrète de votre propos, nous allons nous tourner vers Marc Dorel, professeur de solfège au Conservatoire de Paris. Ce grand musicien s'intéresse beaucoup au rapport des mathématiques avec la musique. Marc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la concrétisation ou du moins l'incarnation de ce que votre collègue acousmaticien vient de nous révéler? Eh bien, on va parler encore de Pythagore, ce grand Pythagore qui a permis une première approche sur l'écriture de la musique et sa mise en forme. Première approche, écriture dont en fait on a gardé aujourd'hui. On le sait, la musique obéit à des règles qui sont plutôt strictes, mais en réalité des règles qui ne sont pas si parfaites que ça. La musique, c'est avant tout des sons. Et un son, c'est une vibration qui est quantifiable en Hertz. Et à partir d'une fréquence, 440 par exemple, on a une note. Et à partir de cette note, on peut déduire d'autres notes. C'est comme ça qu'on a des gammes. Et avec des notes de ces gammes, on peut faire des accords. Ce qui fait qu'un Ré par exemple est après le Do, ou qu'une carte diminuée correspond exactement à 2 tons et un demi-ton, c'est que derrière, on peut trouver une explication mathématique avec des proportions qui peuvent être observées. La musique, c'est une grammaire, c'est un langage, une grammaire qui est exigeante, mais une grammaire en fait qui obéit aussi à des règles mathématiques. Ceci explique alors pourquoi tel enchaînement de notes ou tel accord sonne bien, pourquoi ça nous paraît agréable, qu'est-ce qui fait que c'est juste, et ainsi qu'est-ce qui fait que cela approche du beau. La musique alors peut être belle, mais il faut quand même revenir un peu sur cette notion de beau. C'est quoi le beau ? Le beau, ça peut être quelque chose de subjectif finalement, subjectif propre à chaque civilisation. Ce qui est beau en Occident ne l'était peut-être pas chez les aborigènes d'Australie. Ou bien même ce qui est beau dans l'Occident, par exemple en France, ne l'est peut-être pas au Royaume-Uni. Et même ce qui est beau en France, on a encore des distinctions entre rural et urbain, entre un ado du 16e ou un ado du 9-3. Les critères de beauté sont différents. Or, si l'on considère ces critères comme différents, peut-on considérer la beauté comme universelle ? Si on suit le livre de Marcel Mauss, l'anthropologue, dans les techniques du corps, que l'on peut résumer par si tous les hommes mangent ou si tous les hommes dorment, en tout cas tous ne dorment pas de la même manière. Le besoin d'art s'est retrouvé dans toutes les civilisations, ou le besoin en tout cas de s'exprimer par d'autres formes que le langage. Et la musique, que ce soit par la voix ou par le biais d'outils, comme des instruments, est commun à l'humanité. Cependant, au même titre que le fait de dormir, si tout le monde dort, mais pas de la même manière, on peut déduire un raisonnement analogue pour la musique, auquel cas ce qu'on trouve de beau et agréable dans la musique
ou même dans toute autre forme d'art, est variant et non fixe. Mais peut-on résumer le beau par le fait que derrière la construction stricte de la musique se trouvent des proportions mathématiques? Alors dans ce cas-là, quels seraient les outils mathématiques qui permettraient de tracer une idée du beau universel, ou en tout cas capable de recréer cette esthétique qui plairait à tous? On pourra toujours trouver des grands objets, des grands schémas, des outils, si vous voulez, qui concordent avec une certaine idée de la beauté. On peut d'ailleurs leur donner un sens mathématique, comme avec l'idée de proportion ou de symétrie, qui sont d'ailleurs des objets géométriques qu'on peut décrire algébriquement. Plus encore, une fois que des grands principes mathématiques codifiés ont été dégagés, une fois que l'on a décrété que tel objet s'accordait bien avec tel objet parce que leurs proportions étaient bonnes, une fois qu'on a donné une scientificité à ces principes, une rationalisation, on dispose d'un ensemble d'éléments tous potentiellement producteurs de beauté. Il s'agit ensuite de choisir parmi les éléments de cet ensemble. Mais la beauté n'est pas juste une question de combinatoire et d'arrangement, sinon coder la beauté de manière virtuelle, ce serait créer un système de lois, de règles, de variables, qui serait effectivement producteur de beauté, au sens qu'il produirait chez le spectateur la perception de la beauté en utilisant des outils qui fonctionnent, qu'on sait, parce qu'ils ont été éprouvés, être assimilés à la beauté dans la perception du spectateur. On peut donc trouver des codes de beauté au sens de clés de beauté, comme peut l'être le nombre d'or, mais l'exploitation systématique de tels outils amène justement à un délitement de la beauté, de l'idée de beauté, si on l'entend en termes d'absolu. Le nombre d'or a par exemple servi de fondement au modulor, le système unitaire de mesure développé par Le Corbusier et qu'il utilisait dans ses constructions. Ce système avait l'ambition de s'affranchir de toute particularité en dépassant celle du système métrique et du système impérial. Il visait une universalité en prétendant développer des codes de proportions universels fondés sur la pensée que Vitruve développe dans ses proportions, à savoir que pour qu'un bâtiment soit beau, il doit posséder une symétrie et des proportions parfaites, comme celles qu'on trouve dans la nature. C'est une idée que les Grecs avaient déjà développée dans leurs différents ordres architecturaux qui définissaient les proportions des bâtiments d'après celles du corps humain. La beauté qu'on retrouve ici est une beauté d'ordre fonctionnel, qui se réfère presque à une question d'ingénierie. Mais est-ce vraiment de cette beauté-là dont on discute? Parce qu'on pourrait presque renverser le rapport qu'entretient la beauté et les mathématiques. Plutôt que d'essayer de donner une description mathématique de la beauté, il s'agirait d'avoir une description mathématique de l'appréciation de cette beauté. Il est techniquement possible d'utiliser dans une œuvre une intelligence artificielle qui, par reconnaissance, par une étude systématique et statistique de la réception de l'œuvre, par les spectateurs, réutilise, précise, réoriente les critères de beauté en fonction des résultats obtenus, afin d'adapter l'œuvre en question dans le temps. C'est tout à fait possible avec l'art interactif, avec le living art. On s'approcherait ici d'une œuvre qui est belle au sens statistique. Les statistiques révéleraient des codes de beauté qu'on sait être appréciés par le plus grand nombre. Mais on dépossède en fait la beauté de son caractère exceptionnel, on la ramène au champ du commun, du banal, du consensuel. Ce sont des canons de beauté. Florence Yosmanov nous disait qu'aucun artiste ne voulait produire ce genre de beauté, que ce n'était pas vraiment de l'art puisque ça ne véhiculait aucun sens, quel qu'il soit. Il ne s'agit d'ailleurs même plus vraiment de beauté, c'est une solution facile, sans quelconque jugement de valeur. Mais la théorie du codage efficace, par exemple, considère que la beauté est perçue par l'individu lorsqu'une information mobilise très peu de capacités cognitives, active le moins possible d'encodeurs, comme les neurones. Dans cette conception, la beauté est une économie de l'information. L'information doit être rapide et efficace. Est-ce vraiment là aussi la beauté au sens où on l'entend, où on l'attend, et est-ce vraiment la beauté que l'on veut? Eh bien, intéressons-nous au travail que fait le compositeur ou le musicien quand il veut écrire une œuvre. Déjà, si l'on considère l'écriture de la musique comme un langage, il faut se rappeler, en tout cas l'auteur-compositeur André Manoukian le dit souvent, qu'écrire des notes et des partitions sont en fait des phénomènes qui sont récents. La musique, jusqu'au 19e siècle, n'est pas écrite puis jouée, mais d'abord jouée puis écrite. Parce qu'en réalité, l'improvisation était extrêmement dominante. Des compositeurs comme Beethoven jouaient en improvisant et engageaient même un pigiste pour garder une trace de ce qu'il faisait, puisque c'était de l'improvisation. Bien sûr, ces artistes ont bien intégré toutes les règles strictes de la musique, les gammes, les accords, les tonalités, les renversements et toutes les notions, et pouvaient jouer sans même réfléchir à
à toutes ces contraintes nécessaires pour créer une musique agréable et juste. Et j'aime beaucoup cette information parce qu'elle est assez pertinente pour notre série qui consiste à réfléchir si la beauté peut être codée. En effet, si on considère qu'un code peut produire de la beauté, cela signifie que le code la précède. Or, la beauté en musique, pendant même la majorité du temps, a précédé toute écriture humaine. La beauté, finalement, est comme quelque chose de transcendantal qui n'appartient pas au monde humain, tandis que le code, lui, bien qu'exécuté par une machine, appartient au monde humain. Voilà, la réduction de l'idée de beauté à des grands principes ou à une approche statistique n'a pas de sens. Et vouloir ramener la beauté à un tel objet est impossible car par essence la beauté est quelque chose d'autre, de l'ordre de l'exceptionnel, du contingent ou du génie, puis du sensible. Alors si François Nicolas utilise effectivement ou a utilisé au début de tels outils mathématiques, combinatoires pour sa composition, ils sont insuffisants dans la production d'une œuvre pour non seulement en faire une œuvre de beauté, mais même ne serait-ce que pour en justifier l'intérêt. L'outil mathématique ici permet de rationaliser la production artistique en traduisant des grandes lois et en les décrivant, en leur donnant une formalisation. C'est d'ailleurs plus ou moins la principale fonction des mathématiques, offrir un cadre descriptif et de formalisation du réel. L'outil informatique, lui, était utilisé à des fins de combinatoire, trouver l'ensemble des accords, des schémas musicaux qui fonctionnent ensemble les uns par rapport aux autres, et tout cela selon les lois déjà formalisées. Il n'empêche que cela n'assure en rien l'intérêt et donc encore moins la beauté de l'œuvre. C'est l'artiste seul qui, par la suite, peut lui donner son intérêt grâce à sa particularité, sa perception, sa sensibilité, son génie ou sa virtuosité, ce qui se détache de tout lien raisonnable. Alors qu'on parle de virtuosité, quid des intelligences artificielles, puisqu'elles peuvent être programmées pour atteindre un niveau de compétences très élevé. Est-ce que ce serait une possible substitution à la simple réalisation artistique humaine ? Quid de l'intelligence artificielle ? Bah oui, par exemple l'an dernier, une intelligence artificielle a produit la chanson Hello World. Son écoute est assez surprenante, car en effet elle ressemble à beaucoup de musique qu'on peut écouter à la radio, et qui a en fait les caractéristiques d'un son qui cartonne. Or, différents enjeux et problèmes sont soulevés. Certes, elle est agréable, et imite beaucoup les chansons mainstream. Et là encore, on va pas revenir sur ce sujet, mais la notion de mainstream, agréable, sont à distinguer de la beauté. Mais comme j'ai dit, cette chanson, elle ne fait qu'imiter les autres chansons qui existent déjà. En effet, dans Hello World, on peut trouver des inspirations, je la dirais même plutôt des imitations des musiques du groupe Clean Bandit qui chaque année produit des sons qui sont écoutés sans cesse. Et là, avec l'intelligence artificielle, il n'y a rien d'innovant puisqu'elle imite. Certes, l'homme peut avoir des inspirations, notamment par d'autres artistes. Oui, j'ai été inspiré par le jazz, par tel artiste de jazz. Mais l'homme peut innover. Si l'ordinateur ne fait que suivre un code, l'innovation et l'audace artistique se trouvent très rapidement limitées. S'il peut produire du beau, ou plutôt de l'agréable, la production de beauté, elle n'est pas évidente. En fait, ne faudrait-il pas, avant de chercher qui ou quoi pourrait coder la beauté, voir ce qui pourrait coder l'audace, et particulièrement l'audace artistique. Mais c'est drôle parce que finalement, dans la musique, il va bien avoir une beauté universelle. Puisque comment se fait-il qu'aujourd'hui il y a un consensus sur le talent de Mozart ou ceux d'Eminem ? Doit-on se rapporter à la construction de la musique par Pythagore ? Non, probablement pas. La beauté en musique n'est pas quelque chose d'inatteignable par l'homme. Elle est atteinte. Mais là encore, une machine, même si elle est fabriquée par l'homme, ne pourra probablement pas hériter de son audace, qui est le fruit de l'innovation, quelle qu'elle soit, mais surtout dans l'art. Merci beaucoup. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin de cet opus. Il faut nous quitter. Nous remercions les deux invités d'aujourd'hui qui sont venus apporter des détails scientifiques, mathématiques et techniques très intéressants et enrichissants à notre discussion. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pixel-moi une muse. À bientôt.